Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Soir d'info, la suite avec nous ce soir, professeur Fatimata Ly. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On vous reçoit pour ce livre écrit à quatre mains, un projet de femmes pour des femmes réalisé en deux parties. La première consacrée au contexte historique de l'enseignement médical au Sénégal. La seconde dresse le portrait de 18 femmes pionnières en sciences de santé, de Marie-Thérèse Basse, la première femme médecin du Sénégal, à Anne Sankalé, l'une des deux premières femmes chirurgiennes, avec la brillante et insoumise Seynabou Badiakhaté, un ouvrage de bonne facture scientifique, s'exclame le professeur Mor Ndao, qui a préfacé le livre et qui a eu l'honneur de lire le tapuscrit. L'histoire des femmes dans la scolarisation et la formation professionnelle est peu racontée. C'est à la suite de ce constat amer et frustrant, à l'occasion du centenaire de la faculté de médecine, que vous avez jugé utile, professeur Fatimata Ly, d'entreprendre cette production littéraire que l'éminent professeur Abdoul Khan appelle un bréviaire de sociologie d'une Afrique plurielle et en pleine mutation, avec le rôle majeur qu'occupent les femmes. Perle à lire et à faire lire, s'émerveille le cardiologue, votre oncle, votre maître, dites-vous. Alors j'en viens à ma question, professeur. Vous avez été toutes les deux avec professeur Awa Omar Touré, chef de département à la fac médecine de l'UCAD. Pensez-vous que vous auriez pu aller un peu plus loin si vous étiez des hommes? Peut-être. Tout d'abord, nous remercions de votre invitation. Peut-être bien que ça peut constituer un frein, mais on a vu tout au long de l'ouvrage que maintenant les femmes sont parvenues quand même à briser le plafond de verre et toutes ces responsabilités académiques leur sont, elles sont tout à fait capables d'assumer. J'en peux pour preuve récemment, une de nos jeunes consoeurs a été nommée ou bien élue directrice de l'UFR des sciences de la santé à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc c'est pas du tout une chose impossible actuellement. Les femmes ont montré quand même qu'elles pouvaient occuper toutes les sphères au niveau académique et bien d'autres sphères bien évidemment. Alors est-ce que cette invisibilisation est intentionnelle ou c'est parce que le secteur attire plus d'hommes que de femmes tout simplement? Pas forcément. On est d'ailleurs en train de voir que les femmes, en tout cas dans le premier cycle, sont à peu près à égalité avec les hommes. Donc peut-être que c'était vrai il y a quelques années, mais actuellement c'est une tendance qui tend à s'inverser et tout dépend des spécialités. Peut-être certaines spécialités médicales sont plutôt féminines que d'autres. Je vais vous citer par exemple la neurochirurgie où on compte très peu de femmes actuellement. Mais c'est une tendance qui va, je pense, s'inverser dans les prochaines années à venir. Oui, vous nous l'apprenez dans le livre, parce que vous avez effectué, rappelons-le, un travail de recherche formidable, professeur Fatimata Ly. En 2022, la faculté de médecine, de pharmacie et odontologie et stomatologie comptait 103 femmes contre 301 hommes. En 2021, si on comptabilisait uniquement la formation initiale, on dénombrait 4139 étudiants, dont 1331 femmes. Quelle lecture en faire de ces chiffres? C'est une lecture tout à fait encourageante parce que c'est un métier qui attire les femmes. On l'a vu un peu, le rôle naturel de la femme qui console, la femme qui soigne, la femme qui éduque. Et donc toutes ces trois fonctions sont retrouvées au niveau, en tout cas, de la carrière universitaire, puisque nous avons des missions de soins d'abord, avant tout, des missions de formation et des missions de recherche. Donc de plus en plus, les jeunes sont attirés vers ces professions, les jeunes filles sont attirées vers ces fonctions. Nous avons voulu retracer l'histoire parce que justement cette histoire était peu racontée. C'est pas pour dire que les femmes étaient oubliées, non, elles n'étaient pas oubliées, mais c'était noyé dans l'histoire. Donc c'était pas intentionnel. Si quand même, puisque c'est parti si quand même c'est parti d'un constat. On s'est rendu compte que les femmes étaient très peu racontées et quand on a fait la recherche, on n'a pas eu beaucoup de livres ou d'ouvrages qui leur étaient consacrés. L'une des raisons pour laquelle, à l'occasion du centenaire de la faculté de médecine, nous nous sommes dit pourquoi pas essayer de leur consacrer. Alors
c'est une œuvre. On les voit à l'écran, ces femmes. On voit même Ndella Salba à l'écran. Ouais. Oui, parce qu'il y a des photos dans votre livre et ça aussi c'est important de le dire. On voit Anne Sankale également à l'écran. Poursuivez. D'accord, donc oui. Je disais tout à l'heure qu'on s'est rendu compte de ce constat et c'est la première édition. Vraiment, c'est une modeste contribution. Oui. Nous comptons, bien sûr, dans les prochaines éditions, enrichir. Par exemple, il y a eu certaines omissions, pas volontaires d'ailleurs. Il fallait faire des choix. Absolument. Et dans ces choix, peut-être que certaines ont été omises. On a signalé tantôt le docteur Madeleine Ly, qui est quand même l'une des pionnières en médecine, même si elle a été formée à l'université, elle a été diplômée de l'Université de Paris. C'est quand même une Sénégalaise et je pense que elle exerce au Sénégal. Elle a exercé au Sénégal. Malheureusement, elle nous a quittés. Oui. Mais peut-être que dans les prochaines éditions, un chapitre pourrait lui être consacré et d'autres encore. Alors, le professeur Abdoul Kane qui a postfacé le bouquin dit, je cite, la colonisation a frappé la femme africaine d'un double péché. 1. Ersatz de la femme européenne. 2. Supplétif de l'homme africain dans les travaux champêtres ou domestiques bon à porter, pierre nue sur la tête, mais point d'instruction pour ces insouciantes et oisives. Fin de citation. En fait, c'est comme si la marginalisation ou l'invisibilisation est une continuité subconsciente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas tout à fait, parce qu'on a quand même vu que la femme africaine jouait un rôle au premier plan dans nos sociétés traditionnelles africaines. Oui. Peut-être qu'elle n'était pas dans la profession, elle n'était pas dans la professionnalisation, c'est-à-dire pas de diplôme, mais un rôle majeur de ces femmes. En particulier dans le domaine sanitaire, puisqu'on a vu qu'elles accompagnaient les nouvelles mariées, elles accompagnaient les nouvelles accouchées, et durant tout le processus de la grossesse, de l'accouchement, c'était les matrones, c'était les tradipraticiennes qui soignaient les infirmières visiteuses. Après, les infirmières visiteuses sont venues bien après, quand il y a eu l'école africaine de médecine, mais bien avant dans nos sociétés. Donc bien avant 1918, les femmes date de la création de l'école africaine de médecine. Les femmes avaient quand même le rôle majeur dans les sociétés traditionnelles. Bien sûr, quand la colonisation est venue et quand l'école africaine de médecine a été créée, nous avons vu que certaines professions qui étaient réservées, en tout cas qui n'étaient pas diplômantes, ont bénéficié d'une formation diplômante. C'est à ce titre qu'on a vu la section des sages-femmes qui a été créée également en 1918, suivie plus tard de la section des infirmières visiteuses, avant que l'école de médecine de Dakar n'ouvre ses portes. Les infirmières visiteuses qui auraient en tout cas inspiré les Badjanougor d'aujourd'hui. En tout cas, leur rôle est similaire parce qu'elles étaient en contact avec la population directement et on a vu vraiment le rôle majeur de ces Badjanougor dans le système de santé aujourd'hui au Sénégal. Alors, dans le domaine de l'internat, professeur Fatima Tali, des hôpitaux du Sénégal qui débute en 1962, les femmes ont des faits de guerre, c'est comme ça que vous l'appelez dans le livre. En pharmacie, on peut citer Ernest Diskatsiati en 1963, Thérèse Traoré, seule de sa promo, mais aussi Fatou Sireba, Batougué en 1971, Awa Marie Golsek, bien évidemment, interne en 1974 plutôt, première femme agrégée en médecine au Sénégal. À l'époque, il fallait guerroyer pour exister dans le domaine médical. Est-ce que c'est toujours le cas, professeur? C'est pas toujours le cas quand même. Disons que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Oui, parce que vous appelez des faits de guerre. Donc, les faits de guerre entre guillemets. C'était très difficile. C'était très difficile pour les femmes, bien sûr, dans la société de se mesurer aux hommes, puisqu'elles ont eu beaucoup plus de blocages sur le plan social, il faut le dire quand même. Et quand on dit fait de guerre, c'est juste par analogie à tout le parcours de combattants qu'elles devaient faire pour avoir les mêmes prérogatives, être à diplôme égal avec les hommes. C'est pourquoi on parle de fait de guerre. De fait de guerre, tout à fait. C'est un terme qui m'a en tout cas marqué dans ce formidable ouvrage. Les femmes sont peu visibles sur les postes de responsabilité. Vous le déplorez également dans ce livre. Avec Thérèse Morera Diop, vous êtes les 3 chefs de département, donc avec le professeur Awa Oumar Touré. Et en ce qui concerne la gouvernance, depuis les indépendances, moi j'ai compté 29 ministres
au Sénégal, ministre de la Santé et de l'Action sociale aujourd'hui. Et j'ai compté 8 femmes seulement. Partant de Madame Marie Sarr Mbodj, la première femme ministre, jusqu'à Marie Khemesse Ngom aujourd'hui. Ça corrobore peu ou prou ce que vous dites. Pourtant, dans les laboratoires, il y a beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de femmes dans les laboratoires, en sciences biologiques également. Et dans les sciences pharmaceutiques, parce que ce livre est consacré aux femmes médecins, mais aux femmes pharmaciennes, aux chirurgiennes dentistes également. Donc beaucoup de biologistes, on peut citer Madame Aminata Sall Diallo par exemple. Donc nous avons eu quand même, il y a quand même beaucoup de représentation. La gouvernance, peut-être chef de département, c'est des postes qui sont très très prenants et peu hésitent quand même à postuler pour être chef de département. Oui, le peu de femmes ministres, est-ce que vous le déplorez ou bien c'est pas le plus important vraiment en réalité? C'est pas le plus important parce que quand même à compétences égales, peut-être que... Mais s'il n'y a pas les mêmes compétences, c'est pas déplorable. C'est pas en fait du féminisme de premier degré. De premier degré, hein, parce que les femmes quand même ont prouvé ce dont elles étaient capables. Hein. On voit sur l'image le général Fatou Fall. Absolument. Oui, et d'autres et d'autres. Il faut peut-être signaler que dans ce livre, que chacune des femmes dont nous avons fait le portrait aurait pu faire l'objet d'un livre. Tout à fait. Tellement leur vie est remplie sur tous les plans, sanitaire, social et politique. Et je pense quand même que ça mérite encore d'autres écrits de notre part ou bien une autre édition tout simplement. D'autres historiens. Parce que nous rappelons que nous ne sommes pas des historiens. Absolument, vous êtes des médecins. Alors, il y a une injonction qui m'a aussi marqué dans ce livre. Laissez vos filles se marier. Le mariage n'est pas un frein, bien au contraire. Cette injonction m'a interpellé, professeur, parce que le mariage n'était pas un frein à l'évolution. En tout cas, pour cette génération-là, il y a beaucoup d'exemples dans ce livre. Pourquoi c'était un peu plus facile pour votre génération? Alors, c'était beaucoup plus facile. Et en fait, ce qu'on remarque maintenant, c'est que c'est les parents qui ont tendance à décourager les jeunes filles étudiantes en médecine ou d'ailleurs dans d'autres disciplines de se marier parce qu'ils pensent que ça constitue... On a vu au contraire, d'ailleurs, on le raconte dans les portraits. Bien sûr. On a vu des femmes aller accoucher et revenir faire leur examen. Donc, on va trahir un secret, je ne sais pas, on va pas tout raconter dans le bouquin, mais Madame Diorondia que l'on voit à l'écran, a failli un jour accoucher tout simplement dans les salles de classe. C'est extraordinaire. Absolument. C'est extraordinaire. Donc, oui, c'est vrai. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Il y a eu beaucoup de non-dits également dans le livre. On n'a pas tout raconté. Et donc, cette injonction, on y tient. Laissez vos jeunes filles se marier. Ce n'est pas un frein, au contraire. On peut citer également la rigoureuse chirurgienne Senabouba Diakhaté qui, un jour, n'a pas hésité, alors enceinte de 8 mois, en repos médical, à se rendre à l'hôpital à 1h du matin pour aller opérer une patiente qui souffrait de péritonite, qui est une urgence chirurgicale absolue. Il fallait le faire et elle l'a fait. Ça aussi, vous le dites remarquablement dans ce livre. C'est de beaux exemples d'engagement, d'engagement, de professionnalisme de ces femmes. Bien sûr, nos confrères également, peut-être font beaucoup de choses, mais être enceinte et aller opérer, il fallait le faire. Il fallait le faire. Dans le contexte historique, vous racontez également le parcours de 2 femmes qui ont fréquenté l'école de médecine africaine à Dakar, la soudanaise née à Bamako, Aou Keïta, et la guinéenne Lofou Camara. Quelle histoire! Elles se sont engagées politiquement, elles ont refusé le primat des hommes, mais ce 25 janvier 1971, 53 ans jour pour jour, fut tragique pour Lofou Camara, une femme formidable, première femme ministre post-indépendance en Guinée, que vous avez également rendu hommage dans le contexte historique. Absolument, parce que dans l'école africaine de médecine, il y avait également les sages-femmes et qui ont fait vraiment montre d'un professionnalisme qu'on ne peut même pas décrire, qui sont allés dans les coins les plus reculés de l'Afrique occidentale française pour venir en aide aux plus démunis. Et parmi elles, Awa Keïta,
Elofo Camara. Elofo Camara, vous le dites, c'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. De sa disparition tragique. De sa disparition tragique. Oui. Beaucoup d'émotions qui montrent l'engagement politique également de ces professionnels de la santé. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'importance du mariage, en tout cas de l'engagement. Il y en a quand même qui avaient choisi le célibat durant les études. Je pense à une femme qui est rentrée dans l'histoire et que l'on voit à l'écran. Une femme, la générale Fatou Fall, par exemple, elle choisit le célibat durant ses études. Durant ses études, mais c'était des choix. Oui. C'est des choix personnels. Oui. C'est des choix personnels. Oui. Alors, vous avez mis en lumière ces 18 femmes formidables, entre la multilingue Marie-Louise Correa, générale Fatou Fall que l'on a citée, Marie Seynabou Gueye, Aminata Diallo et les autres. Si vous deviez en sortir une, allez, c'est la question piège. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'elles ont, comme vous avez dit, toutes des destins, des parcours remarquables. Chacun peut inspirer des générations de jeunes filles. Oui, et on peut également citer Cathy Senbaï, première femme psychiatre. Ça aussi c'est important, qui vit en France, à Avignon. Donc on peut s'attendre à une deuxième édition, si on comprend bien. On souhaiterait en tout cas, parce qu'il y a d'autres histoires à raconter. Il y a d'autres femmes à mettre en valeur. Oui, et cette phrase également de la dame des virus, Awa Marie Kolsek, formidable, ça fait plaisir d'être honoré, mais ce n'est pas ce qui guide ma vie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Oui, absolument. Ce n'est pas ce qui guide la vie. On ne cherche pas des lauriers, on ne cherche pas peut-être la reconnaissance de ses pairs, mais ce n'est pas le plus important. Quand on y va avec le cœur, on y va pour aider, on y va pour soigner. C'est ça qui guide, et pas seulement les femmes. J'ai l'habitude de dire que le système de santé repose en partie sur les épaules des professionnels de la santé. Aujourd'hui, grâce aux professionnels de la santé, on a tout ce qui est beau dans les hôpitaux. Peut-être des fois, il y a des choses qui ne sont pas belles à voir, mais ça ne relève pas forcément du manque d'engagement des professionnels, aussi bien des hommes que des femmes. Et c'est vraiment l'occasion de rendre hommage à tous les professionnels de la santé au Sénégal. Merci beaucoup, professeur Fatima Tali. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Nous vous remercions infiniment pour votre invitation. Avec plaisir. Elles étaient là, les pionnières de la santé, livre des professeurs Awa Oumar Touré et Fatima Tali qui vient de paraître chez les éditions Nara. La documentation est exceptionnelle, un travail d'orfèvre, on peut le dire, que tous les étudiants et surtout étudiantes devraient lire. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation et merci au professeur Maïmouna Ndour Mbaye qui nous a conseillé ce livre et on n'est pas dessus, j'avoue. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission et on se quitte naturellement et exceptionnellement en musique ce soir. Ismaël Lo et je vous laisse deviner les